Bonjour, bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements, à comprendre vos douleurs, à diminuer vos blessures et qui vous permet de découvrir les secrets des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, on y parle de performance, de blessures, de thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités exceptionnellement géniaux à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal, Québec, Canada. Je retrouve aujourd'hui Julien Volant pour ce nouvel épisode, qui est mon premier invité à revenir une seconde fois sur le podcast. La première fois que j'avais eu Julien, c'était dans l'épisode 10. On avait discuté du parcours pour être coach sportif, comment devenir compétent, quelle était la différence entre un coach, entre un préparateur physique, un entraîneur, et comment être sûr d'avoir une bonne formation et de devenir presque la référence dans son domaine. Pour tous ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 10, je vous encourage à l'écouter. Il a été grandement apprécié pour tous ceux qui sont intéressés par les métiers de la forme et de la santé. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu plus spécifique et différent. Quelque chose dont on n'avait pas vraiment discuté à l'époque sur l'épisode 10 et qui fait aujourd'hui l'objet de cet épisode, c'est l'utilisation des kettlebells dans un entraînement. Donc, comme d'habitude, moi, j'étais peu renseigné et très novice par rapport à cet outil. Donc on va voir aujourd'hui déjà quelle est l'origine des kettlebells, d'où ça vient, quels sont les mouvements de base, on va les décrire, on va les analyser, on va vous les expliquer quels sont leurs avantages. On va voir aussi est-ce que c'est possible de développer une grosse masse musculaire grâce au kettlebell, quelles sont les caractéristiques qu'on peut améliorer grâce à cet outil, comment perdre du poids plus facilement avec l'utilisation des kettlebells, donc de grosses promesses. Je vous encourage à écouter cet épisode jusqu'à la fin. Je vous rappelle que vous avez le lien pour vous inscrire à la lettre biomécanique qui est dans les notes de l'épisode. Je vous enverrai l'épisode de la semaine, je vous enverrai aussi mes meilleurs conseils pour améliorer vos entraînements, optimiser votre santé, via la newsletter du mois que j'appelle la lettre biomécanique. C'est gratuit, donc profitez-en, vous avez le lien en description. Sur ce, je vous laisse découvrir les pouvoirs insoupçonnés des kettlebells et écouter ma conversation avec Julien, on se retrouve juste après. Salut Julien, bienvenue sur le podcast pour la deuxième fois. T'es mon premier invité qui revient sur le podcast une deuxième fois. Salut Jérôme, ouais, c'est avec grand plaisir de revenir sur cette deuxième sur un sujet qui me tient à cœur en plus. Exactement. On en avait discuté, c'était sur l'épisode 10 quand t'étais passé pour la première fois. Donc les kettlebells, on avait très légèrement survolé, même juste... même pas survolé, mais on avait parlé en fait que tu avais une affinité pour les kettlebells. Exact. On n'avait pas eu le temps de développer ce sujet-là et on s'était dit qu'on ferait probablement un épisode consacré aux kettlebells. C'est ça. Donc, qui est ta spécialité, si j'ai bien compris. Donc. C'est ça. J'utilise l'outil depuis maintenant quelques années et voilà, on peut dire que c'est devenu ma spécialité parce que je me suis beaucoup entraîné avec et j'ai suivi de nombreux conseils par quelques coachs là, donc voilà. Bon, eh ben ça annonce la couleur. On va essayer de couvrir un petit peu tous les aspects. Moi, je me suis noté, comme d'habitude, des petites questions, des petites interrogations par rapport à ça. De mon côté, de manière personnelle, j'ai jamais expérimenté les kettlebells. Enfin, j'ai jamais expérimenté. Je sais ce que c'est, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà porté, j'ai déjà fait 1 ou 2 exercices avec, mais j'ai jamais eu de programme où je sais pas exactement comment ça fonctionne et quelle est la réelle différence entre ça et un entraînement plus classique, haltère, barre ou même élastique. Donc ça sera l'occasion d'y revenir. Ouais. On va essayer de respecter un peu la tradition sur le podcast. Je t'avais posé quand même la question de ton premier entraînement la dernière fois. On va essayer de l'adapter aujourd'hui au contexte de l'épisode. Yes. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as utilisé des kettlebells et si tu pouvais nous raconter un peu tout ça, hein. En fait, c'était pareil à la sortie de ma formation là sur le BPGEPS Force, aujourd'hui haltérophilie et musculation. J'ai un petit peu fouiné et j'ai trouvé une personne qui s'appelle Stéphane Dauvergne, qui est devenu mon coach au fil des années, qui utilisait cet outil-là. Donc du coup, j'ai décidé de me procurer une kettle et de commencer à m'entraîner seul sur mon carrelage. C'est toujours des petites anecdotes, mais elles sont tellement vraies. Avec les conseils de ce coach-là. Et donc du coup, pendant 1 an, j'ai réalisé
une multitude d'exercices chez moi, jusqu'à la première rencontre. En fait, il m'avait fait passer à l'époque le level 1 du kettlebell sport. Donc ça, on pourra un tout petit peu en parler après. Et en fait, j'étais allé chez lui à Chana, près de Lyon, dans son garage. Donc ça, c'est un petit peu emblématique. Et il m'avait fait passer ce fameux niveau 1 là, où je devais réaliser sur un mouvement choisi. Donc je crois que j'avais pris le jerk, 300 répétitions en 30 minutes, sans poser la kettle. Et comme je m'étais entraîné pendant un an en parallèle, en fait, normalement, le test se faisait à l'époque avec 16 kilos, quel que soit le poids de corps. Et il me l'avait fait réaliser à 24 kilos. Donc ça avait été la surprise. Mais c'était pour montrer que le poids avait une importance, une grande importance pour développer ce type d'outil-là. Ok. Est-ce que tu sais, peut-être question bête, d'où ça vient les kettlebells, comment ça a été inventé et dans quel contexte? Petit historique. Je te prends à froid, hein, je sais. Oui, t'as bien raison. Alors cet outil-là, j'ai pour coutume de dire que il n'est pas apparu avec l'arrivée du CrossFit. Ok, ce n'est pas le CrossFit qui a mis cet outil-là à la lumière du jour. Il existe depuis, je veux pas dire des millions d'années, hein, mais pas loin. C'est-à-dire que à la base, cet outil-là était utilisé sur les marchés pour peser, était utilisé comme outil de pesée. Après, on l'a retrouvé. Je vais essayer d'aller un peu vite dans la description, mais on l'a utilisé sur la préparation physique des soldats de l'ex-URSS. Donc cet outil-là, il a quand même traversé le temps jusqu'à devenir un outil essentiel dans le santé bien-être sur les pays de l'Union soviétique, et après voir les premières compétitions de Girevoy Sport, parce que c'est le sport de base, le sport traditionnel, l'haltérophilie russe. Voilà, voir ce sport-là voir le jour. Et voilà, donc on a eu la chance que l'outil devienne entre guillemets à la mode par l'arrivée du CrossFit. Mais pour ceux qui sont spécialistes de l'outil savent que il ne date pas d'hier. Donc voilà un petit peu pour l'historique. Ouais. Et bon, pour vraiment les plus novices qui savent pas ce que c'est qu'un kettlebell, j'encourage déjà les gens à aller regarder sur Google. C'est grosso modo un poids avec une poignée au-dessus, une espèce de anse. C'est ça. Donc en fait, ça ressemble finalement à un halter, mais avec une configuration un peu différente. Et tu vois, tu fais bien de le dire là, parce que moi, de mon sentiment, j'ai l'impression que le kettlebell, il a explosé. Enfin, j'aurais eu tendance à penser qu'il a été inventé dans les 10-20 dernières années, parce qu'effectivement, il a explosé avec le CrossFit. Et est-ce que toi, tu trouverais une explication de pourquoi il est apparu plus avec le CrossFit que pour le bodybuilding, par exemple, ou que pour l'entraînement classique, la préparation physique? Qu'est-ce qui a fait que c'est cet outil qui a explosé avec le CrossFit et pas un halter classique ou autre chose? Alors, quand on parle de CrossFit, on a un mélange de plusieurs disciplines, donc l'haltérophilie, tout ce qui est gymnique, etc. En gros, il est apparu dans ce type de discipline parce qu'il était utilisé dans ce qu'on appelle les WOD, hein, comme outil de travail. Et pourquoi il n'est pas apparu dans des entraînements basiques type body? Parce que c'est un outil qui de base est fait pour des exercices qui sont très spécifiques. Donc comme on retrouve en haltérophilie, on a l'arraché, l'épaulé jeté, on va avoir des exercices qui sont très spécifiques sur le Girevoy Sport.
le Gyravoy Sport, c'est vraiment l'essence sportive de l'outil. Donc c'est le maniement de 2 kettlebells, de cette boule de fonte là avec cette anse, donc sur des exercices très spécifiques. On est loin d'un simple curl biceps ou un simple développé militaire. On est vraiment sur des exercices que l'on retrouve, hein, comme le snatch, comme le jerk ou le long cycle. C'est des exercices qui sont vraiment très très spécifiques et qui nécessitent un long apprentissage. C'est comme voilà, l'haltérophile qui met toute sa vie à manier une barre et qui gravit les échelons au fil des années. Donc voilà, je pense que il n'avait pas été mis dans l'entraînement entre guillemets à la mode, hein, durant les années passées à cause de cela. À cause de cela. Lorsqu'on possède une kettle, c'est pour ça que j'insiste aussi sur une kettle, parce que c'est en russe c'est une girya issue du Gyravoy Sport. Un pratiquant s'appelle un girvik. Voilà, je suis pas russe, hein, mais c'est cette culture là que j'ai eu lorsque je suis allé en Biélorussie. Donc la girya, la kettle, elle n'est pas faite pour réaliser un curl biceps. Okay, ça va être un outil qui sera utilisé pour du renforcement musculaire basique, et heureusement qu'on peut l'utiliser pour cela, ce qui fait de cet outil un outil indispensable pour le coach ou le préparateur physique. Mais c'est dommage de ne pas exploiter l'outil dans les mouvements spécifiques de la discipline, des mouvements qui sont sains et très constructeurs. Donc une kettlebell, un halter. Exact. C'est ça. Et okay. du côté un peu plus américain, on va dire un kettlebell. Donc ça c'est je suis pas certain d'avoir compris. Du côté américain, on va te dire un kettlebell, et du côté russe, on va te dire une kettlebell. Ok. Donc ça c'est les petites guéguerres, hein, tu sais très bien. Ouais, les guéguerres dont personnellement bon, pourquoi pas. Ouais. S'ils ont envie de batailler là-dessus, peut-être, ouais. Ouais. Bon, donc, alors, quelle est la différence avec un halter, justement, sur les mouvements que t'expliquais? Pourquoi on pourrait pas les faire avec des halters, ça? Alors c'est la forme de l'outil met en avant des exercices qui seront soit balistiques, soit sur des formes de poussée. Par exemple le snatch, ou pour un mouvement traditionnel que tu dois connaître, le kettlebell swing, on sera sur un mouvement qui sera balistique. C'est réalisable. Attends, juste, est-ce qu'on peut brièvement décrire ce que c'est que le mouvement que tu viens de citer? Le kettlebell swing? Ouais, c'est celui où tu fais passer entre les jambes et tu le remontes au-dessus de la tête? Exactement. Donc tu peux le remonter au niveau des yeux, ou donc cela, on sera sur le swing russe, swing traditionnel russe, c'est-à-dire que j'ai la kettlebell entre les jambes, je tiens la anse et je viens faire ce balancier là. Je vais m'aider au niveau des hanches pour balancer la kettlebell, et après je peux monter jusqu'au-dessus de la tête pour mettre en place un swing américain, comme c'est appelé sur. Ok, parfait. Voilà. Donc du coup, c'est des exercices qu'on ne retrouve pas sur des entraînements basiques type musculation, ok, toutes ces oscillations. Et il faut le mettre en avant, c'est que les gens ont peur de la réalisation de ces exercices-là, parce que ils voient un aspect très très néfaste sur le dos, quoi. Ils disent on va. Mais peut-être, c'est quoi l'intérêt exactement si on prend l'exemple du swing là, ce mouvement précis, ça serait quoi les bénéfices? C'est quoi l'intérêt de faire cet exercice? Alors le kettlebell swing, il est très intéressant pour activer et développer la chaîne postérieure, c'est-à-dire du haut du crâne jusqu'au bas des orteils. C'est un mouvement qui va activer cette chaîne, une chaîne qui est trop souvent mise de côté et qui est impactée directement par de nombreux maux. Donc on a une activation du grand fessier, grand dorsal, des ischio-jambiers, des mollets,
Rien que ce simple mouvement-là devrait être réalisé, comme je l'ai dit, sur un penchant santé bien-être ou performance en préparation physique. Rien que ce simple mouvement-là. J'essaye de réfléchir, mais un exercice qui mobilise autant de muscles sur une simple réalisation, je pense pas qu'il y en ait. On a des mouvements de base comme les squats, etc., mais qui ciblent la chaîne postérieure autant, voilà, c'est pour moi le mouvement indispensable. Ok, alors je vais essayer de chercher un peu plus à comprendre ça. Ouais. Je veux pas du tout faire l'avocat du diable, mais c'est justement pour vraiment pousser un peu le truc et essayer de comprendre complètement. Donc, pour ceux qui ont le mouvement en tête, ils voient donc commencer. Effectivement, j'imagine qu'il y a une grosse sollicitation de la chaîne postérieure, mais inférieure, je dirais, donc grand fessier surtout. Ouais. Alors le dos, j'ai un petit peu plus de mal à le voir parce que j'ai l'impression que le mouvement va faire intervenir plus les épaules par rapport à l'élévation vers l'avant et l'avant de l'épaule, on va dire la chaîne scapulaire un peu antérieure de l'avant. Et est-ce que ça, c'est pas dans le sens opposé de la chaîne postérieure ? En fait, si on a cet effet-là en fait de tirage vraiment ciblé sur épaule, sur la chaîne scap, on va avoir l'accent qui sera mis, comme tu l'as dit, sur le deltoïde antérieur, etc. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? On n'est pas sur un mouvement d'élévation. Ok, ça sera vraiment un mouvement d'oscillation qui sera mis en place. Et on devrait. Moi, j'aime bien dire que lorsqu'on réalise un swing ou un snatch ou un jerk, on a le facteur limitant ne sont pas les épaules, parce que on limite vraiment l'impact qui est mis en place sur ces muscles-là. Ok, on est vraiment sur une synergie musculaire qui est autre que ces muscles-là qui seront ciblés sur des exercices spécifiques comme un développé militaire ou des élévations frontales. Voilà. Il faut bien prendre en compte que un kettlebell swing n'est pas une élévation frontale. C'est pas un mouvement qui est initié par les épaules. Non. Ça sera vraiment un mouvement qui sera initié par le bassin. On va chercher à atteindre une oscillation sur la zone ou sur la technique du RKC qui existe aussi, sans oscillation. Donc ça, on pourra le détailler après si tu veux. Mais on n'est pas sur une élévation frontale. C'est vraiment un mouvement de base. Bon, alors on a le swing. Est-ce qu'il y a il y en a d'autres exercices spécifiques avec des kettlebells. Quels sont les principaux ? Enfin, tout à l'heure, tu en as cité quelques-uns. On va essayer de les passer un petit peu en revue parce que je vais avoir 2-3 questions, je pense. Bon, alors, on va avoir le snatch. Le snatch, un mouvement qui est réalisable avec une ou deux kettlebells. Voilà, les exercices sont réalisables avec une ou deux kettlebells. Donc, bien évidemment, ça se complexifie lorsque je prends deux kettlebells. Donc du coup le snatch, j'ai une kettle que je viens faire passer entre mes jambes et cette fois-ci je vais l'élever au-dessus de la tête, la maintenir pour valider une répétition et après je continue à mettre en place cette oscillation là. Donc voici pour le snatch. En fait, ça ressemble au swing qu'on a fait juste avant, mais avec une seule main. Voilà. Et et je peux réaliser aussi un swing avec une seule main, ok. Mais le snatch, c'est vraiment là, on tape vraiment sur un exercice, un mouvement spécifique à la discipline. Ok. Et c'est quoi la différenciation par rapport au swing une main ? Le swing une main, on ne va pas venir stabiliser la kettlebell au-dessus de la tête. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est que les répétitions vont s'enchaîner un peu comme le swing classique, alors que si tu veux faire du snatch, c'est le mouvement, il démarre en bas, il se termine en haut et je viens stabiliser pour valider ma répétition en compétition.
Ok. Voilà. Mais bon, c'est une fraction de seconde pour la validation. Et la validation, quand tu parles de validation, on est sur une compétition, on est sur. Oui, on sera sur une compétition de kettlebell sport ou de Girevoy sport. Alors il y a des compétitions, il y a une discipline de kettlebell à part entière. Ok, c'est pas que dans le CrossFit. Non, exactement. Super. Je savais pas du tout. Et ça, comme je dis, j'ai pas les dates exactes, mais les premières compétitions qui ont été médiatisées, ça date de l'avant-guerre. Après, ça a été un peu plus mis en avant. Il faudrait que je regarde dans les années 60, mais je n'ai plus la date exacte. Mais oui, il existe des compétitions à part où l'on manie l'outil kettlebell durant des temps qui peuvent être très courts, sur 3 minutes, 10 minutes, où on a des épreuves entre guillemets dites de sprint, et des épreuves qui sont un peu plus longues, comme le 30 minutes ou le 1 heure, donc le semi-marathon ou le marathon. Et en ayant le même objectif à chaque fois, réaliser le maximum de répétitions sans poser la kettlebell. Ok, c'est pas des compétitions très populaires, non? Je me trompe? Non, c'est pas très populaire. Très populaire. Enfin, tout est relatif, mais comparé par exemple à du CrossFit, on aurait pu s'attendre à. Non, c'est pas populaire. Il existe par le biais de l'IKMF c'est une fédération internationale des championnats du monde de kettlebell sport. Ça réunit énormément d'athlètes. Je vais pas m'avancer, mais entre 150 et 200 athlètes, si ce n'est pas plus. Et durant toute cette période-là, on a des multitudes de passages sur les exercices de base, et voilà, ça détermine les champions. Après, c'est pour ça que je le mets en avant. C'est même pas du tout médiatisé d'un point de vue Europe et d'un point de vue américain, mais voilà, ceux qui connaissent l'outil Kettle savent qu'il existe ce type de compétition. C'est quand même assez marrant de se dire que c'est devenu extrême. L'objet en lui-même et les exercices sont devenus extrêmement populaires en CrossFit et même pas que en CrossFit. Je pense qu'on a tous vu des personnes ou même des entraîneurs, des préparateurs conseiller faire à leurs athlètes des mouvements comme le swing, comme le snatch dont on a parlé. Et paradoxalement, les compétitions sont très peu médiatisées. Ça, c'est parce que ça reste quand même un sport à part entière, et regarder ça à la télé, il y a rien de plaisant. Quand tu regardes un Girvik soulever une kettlebell pendant 30 minutes non-stop, il y a rien d'excitant. Mais voilà, c'est une discipline qui existe depuis très très longtemps. Bon, le snatch, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jerk. Le jerk, c'est un mouvement de poussée. Donc du coup, je vais avoir la kettlebell près de mon pec, parce que là j'ai une kettlebell dans la main. Je pourrais très bien le faire avec 2 kettlebells, je le rappelle. Donc j'ai ma kettlebell au niveau de mon pec. J'ai mon coude qui est fléchi, et je vais pousser ma kettlebell au-dessus de la tête. Tout simplement. Lorsque j'arrive au-dessus de la tête, bras tendus, je vais maintenir une fraction de seconde la position pour valider la répétition, et je vais redescendre en amortissant la kettlebell au niveau du grand pec. Donc ça, c'est le jerk. Ça ressemblerait à du développé militaire sur le mouvement, et je dirais même pour les puristes qui connaissent le mouvement, par exemple le développé d'Arnold avec des haltères, qu'il s'agit donc de faire une élévation semi-frontale latérale en faisant une rotation. Bon, les puristes connaissent développé d'Arnold, ça ressemble à ça, j'ai l'impression, mais debout avec un kettlebell pour le coup. C'est ça. Alors la différence, elle est là, c'est que si on parle un peu des mouvements qui existent, on va avoir le press. Le press, alors tout ça, c'est des mouvements qui sont non traditionnels. Ça va être des mouvements complémentaires qui vont être présents
dans un programme d'entraînement par exemple. Donc je vais avoir le press ou qui s'apparente au développé militaire. Donc je suis debout et je presse la kettle au-dessus de la tête. Après je vais avoir le push press où je vais m'aider d'une flexion au niveau des genoux pour pousser la kettlebell au-dessus de la tête. Et après je vais avoir le jerk. Donc ce n'est pas qu'un simple mouvement de poussée, ça va être vraiment comme en haltérophilie, on va se glisser sous la charge. Okay, on ne va pas subir le développé de la kettlebell au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'on va amorcer la force de poussée et on va se glisser sous la charge pour tendre le bras et valider la répétition. C'est pour ça que c'est très très technique et que ça mérite quelques années de pratique pour pouvoir faire les choses correctement. Mais j'ai l'impression, moi ça me fait penser en fait à les 3 niveaux que tu viens de décrire. Le premier serait plus ressemblerait plus à un mouvement de musculation pour travailler un muscle. Ouais, exact. Le deuxième serait plus un mouvement de mi-musculation, mi-explosivité. C'est se donner de l'élan avec les jambes, mais quand même travailler la chaîne, enfin l'épaule et le mouvement de l'élévation. Et le troisième serait beaucoup moins musculaire, mais beaucoup plus explosif, technique, comme on pourrait retrouver en haltéro, quoi, finalement. Exactement. Voilà. On a tout dit. Et c'est pour ça donc, que 3 objectifs différents. Voilà, 3 objectifs différents. Sachant que le jerk, c'est un objectif c'est compétitif, hein. On peut réaliser le jerk dans ses entraînements, hein, si j'ai des WOD à mettre en place, etc. Mais voilà, on retrouve le jerk en compétition. Les 2 premiers, on va dire les 2 premiers niveaux avant de faire le jerk, ne sont pas des exercices que tu retrouves en compétition. C'est non, pas un... non. Ouais. Non. Ok. Et après, on va voir le long cycle. Je t'ai coupé. Le long cycle. Le long cycle. Ouais, c'est ça. Le long cycle qui ressemble du coup à l'épaulé jeté. En gros, on va avoir la kettlebell. Alors juste, je vais, parce que je suis en train de regarder en même temps, je vais juste, pour les plus intéressés qui sont avec leur portable ou leur téléphone ou peu importe, qui cherchent en même temps, long cycle, donc en français long cycle, hein, avec cycle avec un Y. C'est ça. Ils peuvent aller taper ça sur Google, ils vont avoir les images. Ouais, et maintenant on retrouve tous ces mouvements de base sur le net. Hein. Donc du coup long cycle, j'ai ma kettle au niveau de mon grand pec, comme pour le jerk. Je vais la basculer entre les jambes, la faire remonter au niveau de mon pec. Donc je fais ce mouvement là qui ressemble à un swing entre guillemets. Je viens en position de rack. La position de rack, c'est le coude qui vient entre guillemets se poser sur la crête de mon os iliaque. Et à la suite de ça, j'exerce mon jerk. Je viens me glisser sous la kettle et je viens tendre le bras et finaliser la répétition. Donc du coup, ça va être un mélange de swing et de jerk. Ok, c'est ce que je voulais dire, c'est un peu comme le mouvement hybride. Voilà, j'ai une étape supplémentaire avant la validation de la répétition est plus longue puisque j'ai une étape supplémentaire. Ok. Et donc là, par exemple, comparé au premier mouvement dont on a parlé, qui était je perds déjà les noms. Le premier, le swing, voilà. Swing. Comparativement au swing, on a là aussi une grande sollicitation donc de la chaîne postérieure, à savoir les fessiers, puisque le mouvement démarre de la même manière. Exact. Là, il va y avoir la différence, c'est, on va dire, à la deuxième partie du mouvement, où on ne va pas lever l'haltère, on va pas se servir de balancier, mais on va vraiment travailler les épaules pour le coup, puisqu'il y a comme un temps d'arrêt. Exactement. Ouais, il y a un temps d'arrêt et ensuite on lève les 2 haltères. Donc, quel serait pourquoi choisir l'un plus que l'autre? En termes de mouvement, Après, il faut vraiment là, on a mis en avant les exercices qui sont en lien direct avec la compétition. C'est pour ça que j'aime bien partir de cette base-là.
Donc lorsque je suis compétiteur, j'ai mes préférences et je choisis le mouvement ou les mouvements qui me correspondent le mieux pour participer à la compétition. Donc il n'y a pas de meilleur ou l'un plus que l'autre. C'est comme en haltérophilie, est-ce que je préfère réaliser de l'arraché ou est-ce que je préfère réaliser de l'épaulé jeté. Ok. Voilà. Ouais, d'accord. Là, on est sur des règles de compétition. On pourra revoir après justement les objectifs et les bienfaits de ces exercices. Exact. Juste question de curiosité. Est-ce que toi, tu as fait de la compétition? J'en ai fait un petit peu parce que je suis curieux et gourmand. Donc j'étais parti avec entre guillemets l'équipe de France de kettlebell sport en Biélorussie, réaliser les championnats biélorusses. Et j'avais réalisé 30 minutes de jerk avec une kettle de 24 kilos. Donc pendant 30 minutes, réaliser le maximum de répétitions sans poser la kettlebell au sol, avec un changement de main illimité. Okay. Toutes mes félicitations pour ça. Je n'ai malheureusement pas de référentiel ni de point de comparaison. Ouais, mais pour faire simple, je crois que j'avais fait. On avait des règles nous qui commençaient je suis désolé si on entend les enfants. Mais on avait des règles qui commençaient à fleurir de plus en plus sur le respect du corps et une réalisation technique qui se devait d'être très minutieuse. On a été concourir malheureusement là-bas avec des petits préférentiels en termes de réalisation technique, et puis c'est pas le problème, mais pour que tu comprennes, en 30 minutes, je crois que j'ai fait 436 répétitions, et le premier, il en a fait 900, je crois, 900. Donc 900. Ouais, c'était un Biélorusse très connu de là-bas, et puis voilà, hein, c'est vraiment un sport qui est utilisé à l'école, hein, en EPS, hein. Donc c'est vraiment la base de leur culture physique là-bas. Bon, je reviens un peu sur les objectifs, les intérêts. On en a un peu parlé, mais j'ai envie de creuser un peu sur le sujet quand même. C'est quoi et puis je vais faire comme d'habitude, je vais me prendre en exemple moi-même. Pourquoi je devrais plus m'entraîner avec ou en tout cas essayer de commencer à faire des entraînements avec des kettlebells? Quel intérêt j'y trouverais? Pourquoi je devrais faire ça, tu vois? Sachant que là, bon, actuellement, les salles de sport, les gyms ici à Montréal ont réouvert. Ouais. Depuis quelques semaines, donc jusqu'à maintenant j'avais essayé de garder la forme avec du poids du corps pendant la période de toutes les fermetures. Donc là j'ai un peu repris sur un split classique, j'essaie de faire un peu de cardio aussi, j'essaie de mettre en forme, reprendre toute l'activité. Et donc j'ai un split classique à base de haltères, barres et mouvements polyarticulaires, mouvements monoarticulaires, bon, Ouais. la classique. Ok. À base. Pour l'instant, je trouve ça très intéressant, par exemple, mais moi, ça m'aide à comprendre. Hein. Les podcasts, comme d'habitude, je le dis, je les fais aussi pour moi parce que j'en apprends à chaque fois. Donc ça, c'est cool. J'espère que tout le monde apprend des choses aussi. Mais j'ai pas trouvé là jusqu'à maintenant le truc qui me dit ah ouais, j'ai envie d'essayer. Comment tu pourrais me convaincre? Alors, souvent on nous demande, pour ceux qui transmettent un peu cette utilisation, quels muscles sont ciblés. Donc si on parle des mouvements de base que l'on a mis en avant là, sur le snatch, le jerk ou le long cycle, on va dire que mécaniquement parlant, on va avoir une sollicitation des muscles du corps au complet. C'est-à-dire que on va pas avoir une partie, on va avoir une partie du corps qui sera ciblée si on fait, comme tu l'as dit, du press, etc. Mais on est sur un développement musculaire qui est vraiment total. On va avoir un développement musculaire qui sera, comme je l'ai dit, ultra ciblé sur la chaîne postérieure. Et pour faire simple, si tu me dis, bah voilà, j'aimerais prendre des pecs, c'est des questions qu'on a tous les jours, hein. Comment je peux faire
en utilisant les kettlebells. Donc là, je vais orienter plus sur des exercices de base que tu connais aussi, sur pourquoi pas un floor press avec des kettlebells, c'est-à-dire un développé couché au sol, ou un développé couché sur banc avec kettlebell. Donc c'est juste une mise en place au niveau de la main, et ça sera pour moi le plus important pour éviter toute blessure au niveau du poignet. Voilà, on sortira de notre base pour développer notre physique. Mais concrètement, lorsqu'on revient à ce qui se fait en compétition, on ne peut pas cibler, de muscles. Voilà, c'est un développement qui est musculaire au complet. Par contre, tu auras une sollicitation cardiovasculaire que tu ne retrouveras pas dans un entraînement classique de musculation. Ça, c'est clair, net et précis, parce que tu vas pouvoir mettre en place des exercices qui seront fluides et qui seront plus impactants sur le cardiovasculaire. Après, je pourrais très bien te dire, tu vas me faire un développé couché avec 2 haltères, tu vas me faire un maximum de répétitions je sais pas moi, en 3 minutes. Tu peux le faire ça, mais on ne sera pas sur un outil qui sera adapté. Si je te dis tu vas me faire un swing pendant 5 minutes, là par contre on sera sur un outil qui sera adapté. Et comme je dis, le meilleur c'est de pratiquer et d'essayer pour vraiment comprendre les sollicitations. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est à la fois donc du musculaire et du cardiovasculaire. On est un peu entre les, enfin on est un peu entre les deux, ouais. Tu vas pas développer un muscle pour les férus, ouais, ça se dit, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui, les férus de musculation pure, ils vont pas y trouver un intérêt pour cet objectif-là. En revanche, travailler le cardio de manière un petit peu différente. Et là, tu vois, je me reconnais pour le coup, parce que ça va. ouais, non, mais si, tu vas voir, c'est intéressant, et peut-être que les auditeurs ils vont se reconnaître dans ça aussi. Le truc classique, ça serait pareil. Le truc classique, c'est de faire un entraînement en split. Quand je dis en split, c'est un groupe musculaire par semaine à peu près. Hein. Donc la classique, c'est de travailler les pectoraux et les biceps dans une même séance, et puis le lendemain on va faire les jambes, et puis le lendemain on va faire le dos, etc. Ça va être un entraînement en split. Et on conseille toujours aussi d'avoir quand même une séance de cardio où on va travailler le cardiovasculaire. Donc ça va pas être un entraînement de force ni de musculaire, mais on va dire pour la santé du cœur et des poumons, pour faire gros. Exact. Et moi, par exemple, cette séance-là, j'essaye de la faire soit avec du vélo, soit avec du rameur. Alors j'ai beaucoup fait de rameur. Il faut que je reprenne. J'ai pas encore repris là depuis l'ouverture des salles, parce que j'adore le rameur. Ça a vraiment ce côté très cardio, et en même temps tu t'as pas trop le temps de t'emmerder. Bon, après ça dépend l'intensité avec laquelle tu fais, mais j'adorais le travailler en fractionné. Il y a un rapport de force avec le rameur qui est très très intéressant. C'est pour ça que j'aime bien moi aussi le rameur. Ouais. Et tu vois, là où je me reconnais dans l'utilisation des kettlebells, c'est justement de pouvoir faire du cardio, mais différemment. C'est ça. Moi, parce qu'on va pas se le cacher, rester 1 heure sur le vélo, ou 40 minutes, 45 minutes sur le vélo, ou alors faire du 10x10 au rameur, ou... Bon, c'est chiant. Voilà, c'est chiant, tu vois. Ouais. Donc là, pour le coup, les kettlebells, ça vaut le coup, parce que c'est un mouvement qui va être ludique, qui se rapprocherait d'un mouvement polyarticulaire, mais qui ne serait pas dans le travail musculaire, ou en tout cas de force, mais voilà, on utilise les muscles pour faire du cardio. Voilà, exactement. Moi, c'est un tort aussi, mais parce que c'est les années qui veulent ça, je ne cours plus. Si je suis amené à travailler ce penchant-là cardiovasculaire, je vais utiliser mes kettlebells. Hein. Et c'est intéressant de le faire avec un cardio-fréquence-mètre pour voir ce qui se passe, hein, sur un swing ou sur un snatch. Et après, on va avoir une multitude de connexions qui seront faites, parce que on va comprendre la force de saisie. À un moment donné, si j'ai une kettle qui pèse, voir ce qui se passe jusqu'au bout des doigts. Donc là, c'est vraiment le terrain qui parle. Mais oui, par le biais des répétitions, je vais avoir un travail cardiovasculaire.
je vais avoir une sollicitation musculaire qui va être sur le long terme, et puis je vais avoir des connexions qui se font. Voilà, bien, j'ai eu des courbatures aux ischios que je n'ai jamais eues entre guillemets auparavant. Et voilà, c'est vraiment un bel outil. Et qui dit cardio, qui dit cardio-fréquence mètre, oui, élevé, dit perte de gras. Et là, on raccroche tout le monde. Là. Voilà, là on va raccrocher tout le monde. Voilà, c'est pareil, c'est les questions que l'on retrouve. Est-ce que je peux perdre du poids en utilisant les kettlebells? Donc, ça va être un grand oui, hein. Ça va être un grand oui parce qu'on va pouvoir, avec la multitude d'exercices qui existent, s'entraîner avec la kettle. Donc, si je m'active, quel que soit l'outil, je vais pouvoir amorcer une perte de poids si elle est corrélée avec une alimentation qui est carrée. Donc il est clair que si j'utilise des kettles, je vais vraiment aller chercher une sollicitation qui est quand même considérée comme du HIIT, hein, si je le fais dans un WOD. Et puis là, je vais toucher pas mal de monde, effectivement. Ok, bon, on va rappeler dans les grandes lignes. Je sais pas si quelque chose d'aussi simple que ce que je vais dire maintenant avait été fait dans des épisodes précédents. Je suis pas certain d'avoir abordé la perte de gras, la sèche peut-être c'est différent. On est sur quelque chose de plus compétitif, mais la perte de gras, la règle universelle et la plus simple, c'est d'avoir un apport calorique qui va être inférieur aux dépenses. C'est ça. Ça, c'est la formule de base, quoi, classique. Donc, c'est en gros dépenser plus de calories que tu n'en manges de manière quotidienne, de manière hebdomadaire, etc. Et donc, on va dire qu'il y a deux façons de faire. Ça veut dire soit deux axes pour perdre du poids, c'est soit diminuer l'apport, c'est-à-dire manger moins de calories, soit en dépenser plus. Et tu peux faire les deux, évidemment. Manger moins ou manger mieux. Voilà, manger mieux. Et en mangeant mieux, en général, tu rééquilibres les macros, ce qui fait que en termes de calories, ça diminue. Et donc, mais ça, les gens, ils aiment pas trop manger moins, enfin manger mieux pour manger moins de calories parce que ça demande du sacrifice à table. Donc souvent, les gens recherchent une activité, quelque chose qui brûle des calories, qui fait dépenser des calories pour avoir cette espèce de déficit pour perdre du poids. Et là, l'utilisation des kettlebells on va faire rêver tout le monde. C'est une chose que j'aime pas du tout faire. Mais bon, on va nuancer après. Mais là où les kettlebells vont prendre un intérêt, c'est que en faisant une bonne séance, tu vas brûler beaucoup de calories. C'est un peu aussi ce qui est promis un peu dans le CrossFit, c'est d'avoir un entraînement qui va être très dépensier en termes d'énergie, et donc favoriser la perte de gras, quoi. C'est ça. Après voilà, il faut voir la perte de poids qui va être mise en avant. Si je dois perdre 50 kilos ou si je dois en perdre que 10, ça sera pas pareil. Prendre en compte aussi l'expérience sportive de la personne. Est-ce que c'est une personne qui avait l'habitude de faire du sport? Est-ce que c'est une personne qui a l'habitude de faire du sport? Donc voilà, on va avoir un bagage en termes de, je le mets encore en avant, mais d'une endurance fondamentale qui sera la base de la création de l'entraînement. Si la personne elle n'a pas l'habitude de faire de sport, il va falloir qu'elle soit capable, entre guillemets, de tenir 15, 20, 30 minutes de vélo en salle, de marche sur tapis, pour pouvoir s'activer d'un point de vue cardiovasculaire et remettre la machine ou mettre la machine en route. Avec tout cet effet de mode qui est mis en place avec le cross-training, le crossfit, etc. Là, bien évidemment que si je me tape un exercice à haute intensité, je vais avoir une perte de poids qui sera activée. Voilà, mais moi j'aime bien mettre en avant qu'il est très important d'avoir une base
d'un point de vue cardiovasculaire, pour pouvoir mettre en place ce genre d'exercice-là à haute intensité qui se doivent d'être maîtrisés. Parce que qui dit haute intensité, on va parler d'exercices comme le swing. Donc si je vais te demander de réaliser 100 swings le plus rapidement possible, d'un point de vue technique, tu as plutôt intérêt d'être carré et d'être connecté, de connaître le fonctionnement de ce mouvement-là. Une fois que tout ça est mis en place, une fois que tout ça est bien, j'entends pleurer les petits là, est bien compris, et voilà, hein, quel que soit l'objectif, tu seras au top. Hein. Perte de poids ou développement, voilà. Et toi, par exemple, un débutant, Ouais. quand je dis un débutant, c'est un vrai débutant, Oui. le profil de, on va dire, la quarantaine, qui n'a pas fait de sport depuis 10-15 ans, ou alors très très peu, tu vois, de manière très sporadique, de temps en temps, comme ça, Oui. une partie de tennis avec le cousin, une fois tous les 4 matins, non, justement, une fois par an, pour Noël, par exemple, quand ils se retrouvent. Je cible parfaitement. Cette personne-là qui arrive avec une quinzaine, vingtaine de kilos en trop en salle de sport, qui voudrait donc se remettre un petit peu à l'activité, toi, tu lui mets pas directement un kettlebell dans les mains, même pas un tout petit peu, juste pour l'amorcer dans son mouvement? Si, je vais oser faire ça. Je vais, Ok. voilà, je vais oser lui mettre en place autant de musculaire que de pratiques cardiovasculaires. Bien sûr, j'aime bien aller vite sur le sujet. Hein. Je vais lui proposer de commencer à s'entraîner avec des outils. Hein. Parce que ce que je n'aime pas, moi, c'est que tomber dans l'ennui. Si il est débutant et qu'on reprend des protocoles qui sont vieux, dire il va falloir que tu fasses un mois de cardiovasculaire pour pouvoir retrouver la forme, ça existe plus. Il y a moyen de corréler dans l'entraînement des méthodes qui soient plus appréciables par la personne. Bon. Augmenter son cardio d'une manière, enfin augmenter ses compétences cardiovasculaires, perdre du poids, qui est une conséquence donc de ça aussi, de l'utilisation des kettlebells, qui peut être aussi l'objectif numéro 1. Hein. Donc Oui. on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de bénéfices? Pourquoi on pourrait utiliser plus des kettlebells? Est-ce que, je sais pas, il va y avoir un intérêt dans des sports particuliers pour du transfert, pour transférer une certaine compétence sur un exercice à un autre? Est-ce que ça, la force, bon, le muscle, on a vu que c'était, en tout cas, la vraie hypertrophie, le fait de travailler les muscles, c'est peut-être un peu moins fait pour. Encore que ça dépend un peu le contexte, mais bien sûr. On va dire que ça va pas être le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre, pour le coup, d'intéressant, d'essayer les kettlebells, de se faire un petit programme? On va avoir des sports comme le rugby, des sports à impact aussi, comme le football américain ou même au niveau des sports de combat, des transferts qui seront faits justement pour parler que de ce mouvement-là, le kettlebell swing, des enchaînements qui seront très très importants, surtout sur entre guillemets un vecteur de force horizontale. Le kettlebell swing tapera vraiment sur des sollicitations qu'on peut retrouver sur le terrain. Donc je sais que pour ne pas citer, mais Romain Guérin, qui est préparateur physique sur une équipe de rugby en France, utilise beaucoup cet outil-là, justement pour développer ce travail de force pour ces athlètes. Donc on a vraiment les deux penchants, le santé, bien-être, perte de poids, etc. Et dans la culture physique et dans la préparation physique, un outil qui sera vraiment très très important. Donc, si je suis aussi coutumier de la pratique du soulevé de terre, le kettlebell swing le kettlebell swing lourd, aura des bénéfices directs sur
sur ce mouvement roi qui est le soulevé de terre. Donc on est vraiment Ok, et ouais. c'est ça où justement je voulais en parler de 3 minutes là tout à l'heure, ça Ouais. m'a un peu passé, et là ça me rappelle par rapport à ça. Quand tu dis lourd, Ouais. euh, les kettlebells sont pas faits. Alors, c'est une question, hein. Oui, vas-y. Sont pas faits pour faire une dizaine de répétitions à l'échec, mais sont plus faits pour travailler longuement. Alors, Donc, attends, je vais préciser ma pensée parce que je ouais. suis pas du tout clair. Moi je Euh, sais où tu veux en venir. ouais, ouais. En fait, c'est sur les ranges de répétition, Ouais. les échelles de répétition entre, on va dire, autour de 10, on est sur le travail musculaire, ensuite 15. Enfin, en dessous je grossis, autour de 5, on va être sur du travail de force, 10, travail plus musculaire, 15, 20 au-delà, plus sur l'endurance musculaire. Évidemment, c'est des chiffres euh, qui varient, hein, Oui. en fonction de plein de choses, de l'exercice, etc. Mais les kettlebells, si on veut faire ça bien, il faut faire plusieurs répétitions. Donc on est moins dans la force, moins dans l'hypertrophie, hein, pour le coup. Alors, il est clair que si on reprend cette base de la compétition, si on veut faire une corrélation avec ce que tu viens de nous dire, on sera plutôt sur un effort de type endurance de force, ça veut dire ou endurance de force, endurance musculaire, on appelle ça comme on veut, mais développer l'outil un maximum de fois sur une durée qui est relativement longue. Donc, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'un compétiteur entre guillemets professionnel va réaliser un snatch ou un jerk ou un long cycle avec une kettlebell de 32 kilos. À partir de là, il faut savoir et il faut se demander, est-ce que 32 kilos c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Donc du coup, il va y avoir la corrélation qui sera faite en fonction du poids de corps du compétiteur. Ok, donc pour certains 32 kilos, ça ne sera pas lourd, même sur la durée. Enfin, je caricature un tout petit peu, hein, mais voilà. Et pour certaines personnes, soulever une kettlebell de 32 kilos, c'est impossible. Donc, lorsque je parlais de force, parce que c'est une question aussi qui revient souvent, est-ce que je peux développer ma force? Bien évidemment que je vais développer ma force et ma force de base. Soulever une charge un maximum de fois me permet de développer ma force, mon musculaire. Si on parle de force max, par contre, là c'est différent. Et ça prend le même principe que la musculation traditionnelle. Il va falloir que je développe des kettlebells qui soient plus lourdes pour aller chercher, pourquoi pas, on n'est pas obligé de réaliser comme en compétition de longues séries, hein, mais je peux très bien réaliser 5 ou 6 swings lourds, ok, avec une kettle qui est bien plus lourde. Et il faut prendre en compte aussi qu'il existe différents types de kettle. Je sais pas si on allait en parler tout à l'heure, mais pour faciliter une technique irréprochable, il est préférable de travailler avec des kettlebells de compétition. Donc c'est ces kettlebells qui sont de couleur. Donc la jaune est pour le 16 kg, la verte est pour le 24 kg, la rouge pour le 32 kg. Et je crois qu'on monte jusqu'à 48 kg sous cette forme-là. Après, on a les autres kettlebells qui sont un peu plus en lien et mis au goût du jour par le CrossFit, des grosses kettlebells noires en fonte qui ont un diamètre qui augmente au fur et à mesure que le poids augmente. Donc voilà, en termes de technique, il vaut mieux mettre en avant mettre en avant l'entraînement par ce type de kettlebell. Donc voilà, pour le terme de force, si je veux développer ma force max, il va falloir que j'ai le poids qui soit corrélé à ça. Et finalement, d'un point de vue santé, on va essayer de basculer sur l'objectif plus santé, bien-être, prévention des blessures, etc. Un thème que j'aime beaucoup. Les gens l'auront remarqué. Quel va être l'intérêt? On a parlé de la chaîne postérieure. Donc ça, intéressant. Est-ce que tu peux développer, et est-ce qu'il y aurait ensuite d'autres intérêts d'un point de vue santé et posture, parce que je pense qu'on va surtout parler posture.
de l'utilisation des kettlebells alors? Donc, comme tu l'as dit, ça met bien l'accent sur cette zone-là, la zone au niveau des grands fessiers, des mouvements qui sous ce balancier-là activent un muscle qui est par le temps tué et responsable de nombreux problèmes au niveau du dos. Les gens ont perdu l'habitude d'utiliser leur fessier. Okay, alors que Ouais. un muscle Fessier, ischio aussi, c'est assez fou. voilà. C'est pour ça que je parle de chaîne. Voilà, on est assis dessus. Ces muscles-là, on les tue au fur et à mesure. Donc du coup, en termes d'activation, on est bidon. Donc ça réagit plus que ça comme ça devrait réagir. Mettre en place des exercices avec kettle vont te permettre de reconnecter avec ces muscles-là, de recomprendre à quoi ils servent. Et après, on le retrouve aussi de plus en plus là dans la musculation avec les exercices qui sont en lien avec ce travail de hanche comme le hip thrust, etc. Donc c'est pas pour rien que ces exercices-là reviennent. Enfin, je sais pas comment ça se passe en termes au Canada, hein, par exemple, mais je sais que ici, on en entend de plus en plus parler, quoi. Hein, les filles ou d'un point de vue préparation physique, des exercices de hanche qui sont de plus en plus mis au goût du jour. Voilà. Après, en termes posture, on va. Alors juste, attends, avant de basculer sur la posture, excuse-moi, je te coupe 30 secondes. Est-ce qu'on peut rajouter aussi les muscles? On a ciblé surtout fessier, ischio quand on parle de la chaîne postérieure. On peut parler aussi des muscles autour de la colonne vertébrale au niveau du dos qu'on appelle, je les cite comme ça pour que les gens y voient, donc c'est les muscles dans le dos, en bas du dos, plus les érecteurs du rachis, comme on appellerait ça chez les professionnels de l'anatomie, ou les carrés des lombes, des choses comme ça. Est-ce qu'ils vont intervenir aussi? Ah oui, ils vont vraiment intervenir pour la bonne réalisation du mouvement. Et comme on a dit en termes de reconnexion, tu vas être servi en mettant en place, je le mets encore en avant, mais le kettlebell swing, érecteur du rachis, carré des lombes, tous ces muscles-là qui sont primordiaux pour la protection de notre charnière, la protection de notre charnière. Donc là pour le coup, j'insiste sur l'importance de ces muscles tout autant que sur les fessiers et les ischios. C'est vrai que les érecteurs du rachis servent quand même à maintenir le rachis, comme le nom le dit. Mais c'est que surtout avec, là je pense en ce moment télétravail, je pense à quand on est assis pendant longtemps, on a tendance à avoir une posture qui est voûtée, et ça va faire la transition à la posture justement. Et posture voûtée veut dire qu'il y a une perte de la lordose naturelle au niveau du bas du dos. C'est ça. La perte du bon... j'essaie de vulgariser un petit peu les termes, mais c'est la perte de lordose, hein. C'est qu'on a le bas du dos qui s'affaisse un peu parce que les muscles érecteurs du rachis sont de plus en plus faibles, la posture est pas bonne, assise, la posture est pas bonne. Donc là pour le coup, ça prend vraiment un intérêt d'utiliser les kettlebells pour les mouvements qu'on a cités juste avant, pour renforcer ces muscles-là. Si vous avez mal au dos, évidemment consultez, mais songez peut-être à intégrer ces mouvements dans ce cas-là avec bien d'autres, et là ça pourrait prendre du sens. Bien sûr. Point de vue vraiment santé, douleur à bas du dos. Exactement. On a, et moi j'insiste aussi sur un autre penchant, mais de se faire, de prendre l'enseignement de cet outil-là par un professionnel. Voilà. On n'est pas sur, c'est comme tout, hein. Ça, on en avait déjà parlé, mais la simple musculation, etc. On s'est tous formés un petit peu par YouTube, mais voilà. Si je mets en place un kettlebell swing sur une personne qui n'a pas conscience de son corps, comme tu le dis, qui est plutôt voûté, qui n'a aucune connexion avec sa ceinture lombo-abdominale, donc ça peut être dramatique, hein, c'est sûr, à la longue, hein. Le corps il va réaliser et savoir réaliser un grand nombre de swings avec une très très mauvaise posture, mais un jour ça peut aller au drame, hein.
Donc comme n'importe quelle réalisation de toute façon. Après, sur le santé bien-être, et c'est pour ça que ça fait du bien de parler de ça. L'outil, c'est l'outil, l'un des outils indispensables pour moi, pour le coach. Hein. On a parlé du confinement, on a tous resté chez nous, on a tous fait nos pompes, on a tous fait nos squats à poids de corps. Il suffisait d'avoir une kettlebell dans son placard pour pouvoir bonifier un entraînement, que ce soit pour une simple routine, bah voilà, je me maintiens en activité, ou pour aller chercher des entraînements qui soient un peu plus durs sous forme de WOD, etc. Donc voilà. Pour en revenir à la posture, un grand nombre de personnes arrivent déconnectées et sortent vraiment reprogrammées par l'utilisation du kettlebell sport. Et quels que soient les mouvements, si on parle encore de compétition. On va avoir aussi, on en a pas parlé, mais des exercices de déséquilibre. Si je dois m'entraîner avec une kettlebell, travailler avec une kettlebell dans la main, je vais avoir des compensations qui vont être faites. Donc il va falloir d'un point de vue gainage m'activer. On va parler des chaînes croisées, etc. Hein. Donc c'est vraiment très très important, très très important. Ouais, ok. Est-ce que tout le monde est convaincu par les kettlebells? Bon, moi je suis assez convaincu par rapport à mes objectifs personnels. Également sur toute la posture qu'on a dit. J'aimerais juste creuser un peu plus sur la posture. Et tu m'as parlé de connexion, de reconnexion avec son corps. Ouais. En quoi plus les kettlebells que des mouvements classiques de tirage avec des barres, de mouvements classiques de développer Ouais. Non, en quoi ça connecterait un peu plus le corps, en quoi ça améliorerait la posture plus haut du corps, je pense là. En fait, on va avoir, si on est sur un apprentissage de base d'un squat ou d'un soulevé de terre ou d'un développé couché, on va avoir ces connexions qui seront faites. C'est clair, c'est des mouvements de base, c'est des mouvements qui sont polyarticulaires, donc on va avoir une synergie musculaire qui se mettra en place. De la même façon que l'utilisation des kettles, mais ça va être ce mouvement balistique que l'on retrouve, sauf pour le jerk, tu as compris, mais ce mouvement balistique que l'on ne retrouve pas dans des postes ou dans des exercices de musculation traditionnels dans les gyms, dans les salles de sport. Donc c'est ce mouvement balistique là qui va permettre pour moi une activation et une connexion plus grande en termes de muscles, quoi. Souvent les gens ont peur de ces mouvements-là. Il faut pas avoir peur. Le mouvement, je renvoie à l'épisode avec Aurélien Broussal, hein, l'art du mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Donc, exactement. Bien fait, bien adapté et sous surveillance, en tout cas sous supervision d'un professionnel. Je voulais finir quand même. Enfin, je veux dire, avant de terminer, je voulais aborder un exercice que j'avais vu avec les kettlebells. Où tu démarres au sol, quasiment allongé, et en fait, ça serait un test en même temps, un test de mobilité, de stabilité d'épaule. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Le Turkish Get Up, beaucoup réalisé par mon ami Aurélien Broussal. Ouais, bah écoute, c'est ça le nom. Hein, Turkish Get Up. Alors, est-ce que toi, tu as un avis sur ça? Alors, si on sort de cet aspect-là, santé bien-être, et qu'on part sur, encore une fois, le penchant en compétition, on va retrouver des personnes qui vont mettre en avant que ce mouvement-là ne sert à rien, parce que on se retrouve jamais dans une situation comme ça de démarrer du sol avec une charge au-dessus de la tête, etc. Donc, bon, ça c'est un peu le cliché voilà. de l'exercice fonctionnel. Exactement. Bon, je pense que rien que si on prend l'exemple du développé couché classique, je sais pas si ça m'est arrivé moi une fois dans ma vie de me retrouver dans une situation de développé couché dans la vie réelle. Ça n'empêche pas de le pratiquer, de devenir bon dessus et de pouvoir avoir du transfert ailleurs. Exactement.
Donc du coup, pour en revenir à ce mouvement-là, comme tu l'as dit, hein, c'est un mouvement qui te permet de te mouvoir et de comprendre. Attention sur ce mouvement, on a un apprentissage qui se doit d'être fait à vide déjà pour comprendre les connexions et ben la mise en place des différentes étapes. Et après, pourquoi pas le réaliser avec une chaussure dans la main, pourquoi pas se reconnecter un tout petit peu plus avec un verre d'eau dans la main avant de pouvoir mettre une kettlebell, avant de pouvoir développer une kettlebell. Donc c'est pour ça que l'apprentissage il peut être fluide de cette manière-là avant de se mettre une charge bras tendu. Ok. Donc est-ce que c'est un bon mouvement? Oui, c'est un très bon mouvement de mobilité et de force aussi, hein, parce que ça, ça se rapproche des mouvements qui étaient réalisés, parce que on a parlé un petit peu d'histoire, mais le développé des kettles, le maniement des kettles était beaucoup retrouvé dans les cirques à l'époque avec les hommes forts. On l'a pas sur les exercices de strongman, et encore je pense qu'on en a quelques-uns, mais des exercices réalisés par les hommes forts, les hommes les plus forts du village, etc., étaient réalisés ainsi. Donc soulever, on a aussi le wind mine. J'ai la charge tendue au-dessus de la tête et je viens poser ma main au sol, ma deuxième main au sol. Donc là, ça met en place une, un gros travail de mobilité et de souplesse de la chaîne postérieure, de stabilité. Donc c'est vraiment de très très bons mouvements. On pourrait voir ça comme un test de mobilité. Bien sûr. Par exemple, êtes-vous capable de faire alors Turkish Get Up, ça Ouais, s'appelle, c'est ça. pour revenir sur ce mouvement-là. Êtes-vous capable de faire ce mouvement, donc qui consiste à t'es allongé sur le dos avec un kettlebell et en fait tu vas Une te kettlebell, Jérôme, relever tu vas y arriver. Une kettlebell. une kettlebell. C'est dingue. Ah ouais, c'est bon. C'est mon côté américain. Je, je pense. Un kettlebell, une kettlebell, ouais. Ah, c'est pas facile. Dans quel camp je me trouve? Biélorusse ou américain? Ok. Donc ouais, donc c'est vraiment passer du dos, une position sur le dos, en levant donc une kettlebell, Oui. en faisant un circuit particulier jusqu'à se retrouver debout et toujours avec le bras en l'air. Bon, ça pourrait être considéré comme un test, par exemple, de mobilité, de stabilité, de voir où c'est qu'on en est. Exactement. Bon, j'encourage les gens à aller regarder. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je pensais pas, honnêtement. J'avais un doute sur le fait de discuter pendant 1 heure sur les kettlebells, mais tu vois, finalement, ça passe vite et on a fait quand même un bon tour. Ouais. Est-ce que pour les gens les plus intéressés qui voudraient avoir un petit programme, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Est-ce que toi, tu en proposes sur ton site, par exemple, ou dans ton contenu? Je suis le premier intéressé, pour le coup. Bien sûr, bien sûr. Je mets en place des formations par le biais de mon école Prépa Sport sur Aix-en-Provence. Durant 2 jours, on voit un maximum de mouvements, que ce soit avec une kettlebell ou 2 kettlebells. Donc ouais, c'est vraiment 14 heures de formation où on a je vais pas dire 90% de pratique, mais presque. Et les stagiaires sortent de la formation, et ben en gros sublimés par l'outil parce que ils sous-estimaient le travail qui pouvait être fait avec la kettle. Et durant cette formation là, on ne parle pas, comme je l'ai dit, de curl biceps, etc., de ces mouvements que l'on retrouve en salle de musculation, hein, des mouvements qui sont faits pour développer l'hypertrophie, etc. Donc du coup, si on devait en plus voir ces mouvements-là avec une kettlebell, il faudrait rajouter encore 14 heures de formation. Donc c'est pour bien prendre conscience que on a de quoi faire dans l'apprentissage. Donc du coup, bien évidemment, en termes de programme, je peux en proposer, hein, surtout dans l'apprentissage et
dédramatiser l'outil. Donc ça ça fait partie de mon enseignement. Donc bien évidemment, Jérôme, si tu as envie de te tester, eh ben ça sera avec grand plaisir. Rappelle-moi dans quel coin tu te trouves et où c'est qu'on peut faire cette formation. Je suis près de Aix-en-Provence, donc c'est à côté de Marseille. Voilà, donc une région où il est censé faire beau en plus. Exactement, on transpire en plus, donc en termes de perte de poche, je dis pas. Voilà, on atteint des sommets. Ok, est-ce que c'est plus dirigé vers les professionnels de la santé ou de la forme, ou ça peut être n'importe quel passionné ou sportif qui n'est pas nécessairement dans le milieu dans son métier? En fait, je n'ai jamais eu de débutant. C'est-à-dire que j'ai soit eu des kinés, soit des coachs, soit des préparateurs physiques, soit des sportifs qui utilisent l'outil et qui avaient envie de faire les choses correctement. Donc, D'accord, oui, voilà. Oui, les amateurs, exactement. amateurs pratiquants, Exactement. chevronnés. Voilà. Eh Et après, bien, en très termes de bien. crossfitter, pardon, je te coupe, mais en termes de Oui. crossfitter, j'ai l'enseignement fait mouche, c'est-à-dire que ils n'ont pas conscience aussi, je généralise, mais pour tous les élèves que j'ai vu passer, la pratique de la kettle fait encore ouvrir les esprits, donc c'est vraiment bien. Et ils se rendent compte que ils peuvent ils apprennent à récupérer avec la kettle par le biais de placements, etc. Et donc du coup, ça bonifie leur WOD et leur performance. Bon, est-ce qu'il y a un site web si les gens ils veulent aller consulter Pour les un site web pour l'achat des kettles, pour l'achat des kettles, pour la formation, sur la pour ceux dont on formation, a parlé. ils peuvent aller sur le site de Prépasport, donc c'est l'école où je travaille. Et après, en termes de formation sur le sol français, j'ai mon coach dont j'ai parlé au début, Stéphane Dauvergne, qui a ses formations, le Kettlebell Sport Conditioning, et c'est des formations qui sont un peu plus courtes, mais là voilà, qui sont enseignées par pour moi la personne qui a développé l'outil en France. Donc voilà, Tu pourras m'envoyer les liens pour que je les mette dans les notes? bien sûr, bien sûr, Ok. il n'y a pas de problème. Comme ça, si vous êtes curieux, que vous voulez aller voir, juste faites dérouler la description, les notes de l'épisode, et puis vous retrouverez les liens. Je les placerai au bon endroit. Bon, tu le sais, hein, la dernière fois, tu étais passé au crible des trois petites questions de fin. Oui, J'aime bien terminer avec 3 interrogations pour finir les épisodes. ouais, Et alors, il y a une nouvelle question que j'ai intégrée, que je vais te poser aujourd'hui. C'était pas le cas lorsque tu étais passé, comme ça va pas faire trop redondant. ça La va. première question, c'est est-ce que si tu pouvais revenir 10 ans en arrière, c'est quoi le conseil que tu aurais eu besoin d'entendre? 10 ans en arrière, d'être encore plus minutieux sur le respect de mon corps, de l'apprentissage technique, etc. On est tous passés par ce- ce- cette étape-là un peu barbare où je m'entraîne sans réfléchir. Et je pense que si c'était à refaire, je ferais les choses vraiment différemment. On en apprend tous les jours sur des placements, etc. Mais je pense que je serais encore plus minutieux en termes d'entraînement, voilà, à réfléchir, à essayer de comprendre pourquoi dès le début. Bon, après c'est difficile, hein, et c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer aux futurs coachs que j'ai dans mes formations. Deuxième question, on avait parlé de tes mentors, dont il y avait eu Aurélien, il y avait eu Olivier que j'ai reçu aussi dans ce podcast. Oui. Donc tu vois, ça a permis finalement d'aller chercher des invités prestigieux comme ça. J'ai été très très honoré de pouvoir discuter avec Aurélien Broussal d'Herval et Olivier Bollier, qui sont 2 préparateurs physiques très connus, en tout cas dans le milieu, très Oui. respectés, qui ont écrit des livres qui servent de référence aujourd'hui.
Est-ce que tu as envie aujourd'hui de peut-être nominer quelqu'un pour un futur épisode dans le podcast Biomécanique, Ouais. quelqu'un que tu apprécies, qui serait peut-être pas un modèle ou un mentor jusque-là, c'est peut-être Ouais. des grands mots, mais quelqu'un qui t'inspire et que tu aimerais écouter à travers ses ondes. En fait, pas pas l'écouter parce que je l'ai tellement écouté, je connais tellement sa voix que des fois ça me tape un peu sur la tête. Mais c'est vraiment Frédéric Marcerou, qui est préparateur physique de l'Union Bordeaux-Bègles en rugby sur le sol français. Et c'est une personne qui a amené la formation du Real Movement Project, le Real Movement Project pour le dire en anglais, parce que je suis pas très bon en anglais. Mais voilà, c'est une vision de l'entraînement et de la prise de conscience, etc., qui est vraiment énorme. Et on essaye de véhiculer l'apprentissage du sport de cette manière-là. C'est-à-dire que on a parlé de mindset, on a parlé de wellness, on balaye tous les piliers qui sont fondamentaux pour le bien-être d'une personne ou pour la performance. Donc je pense que ça reste encore peu connu et même si le mouvement il est mondial et je pense que ça serait intéressant de l'entendre. Alors, est-ce que tu peux m'épeler son nom, s'il te plaît, pour être sûr? Alors Marcerou, Marcerou. Marcerou. Ok, je me note ça. Écoute, j'essaierai de le contacter. Peut-être que tu l'as trop entendu et que ça te tape sur le système, mais tu vas voir. On va faire si je l'ai sur le podcast, on essaiera de faire un super truc. Non, On mais essaiera parce de qu'il faire un super truc. il a un accent là du sud et tout, donc vraiment c'est un rugbyman. Donc voilà, hein, Hmm. il est de Perpignan, donc voilà, c'est très chantant, tu vas voir. Hein. Pour l'avoir eu pendant 2 ans en visio, je te dis pas. Hein. Ben moi, j'aime ça quand c'est chantant, donc c'est parfait. Je me note la recommandation, super. Je connaissais pas, j'ai regardé un peu son site là. Je suis sur Exact. sportconditioning.net. Il a aussi un LinkedIn. Parfait. Troisième et dernière question. Est-ce qu'il y a un livre récent que tu aimerais recommander aujourd'hui? Peut-être soit en lien avec les kettlebells. S'il y a quelque chose d'ailleurs, ben, je serais curieux de savoir s'il existe un livre sur ça. Alors c'est Kettlebell Training de Steve Cotter. Si vous voulez vraiment connecter avec un vrai enseignement. On l'a aux éditions Fort Trainer hein, pour ne pas faire la pub, mais il a été traduit en français et c'est un très très bon livre. Parfait. Ben, tous ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, ils auront la formation s'ils sont intéressés, ils auront le livre. Donc je pense qu'on a fait un bon tour. Yes. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter avant de conclure l'épisode? Si on reste sur le sujet, j'ai pour coutume de dire que si on respecte la kettlebell, elle nous respectera. Ça veut dire que c'est un peu comme tout, mais voilà, il faut pour dédramatiser l'outil, il faut faire les choses bien, faut avoir les bons conseils et voilà. Si on respecte l'outil, il nous respectera. Et Bon, après, parfait. Je voilà, laisserai. au niveau de l'achat, hein, comme j'ai dit, c'est l'achat primordial, puisque au final, même si on s'en sert plus, il nous servira toujours à bloquer quelque chose, une porte ou quoi, voilà. Donc, c'est pour la touche d'humour. Au pire des cas, c'est ça. Je laisserai aussi ton site web, ton Instagram également, en tout cas ton contact directement dans les notes aussi si les gens veulent te retrouver. S'ils n'avaient pas écouté l'épisode 10 où on avait longuement parlé de préparation physique, de coaching, les différences entre un coach, un entraîneur, un préparateur physique, les formations et un petit peu tout ce qu'il y a autour. Les sujets un peu plus controversés sur les formations. Oui. J'encourage tout le monde à écouter l'épisode qui a été très apprécié puisque j'ai quand même reçu des bons retours sur cet épisode-là. Je Tant pense mieux. que ouais, même certains dont je pensais pas qu'ils l'avaient nécessairement écouté, finalement ils l'ont écouté. Okay. Il y avait Aurélien qui avait
qui m'avait parlé de cet épisode-là. Alors oui, il est long, on s'approche c'était 1h45, c'était un des plus longs à l'époque, qui a été largement explosé depuis grâce à Jérôme Quadrado. Mais c'est un épisode apprécié. Donc je te remercie pour ça. Je t'avais remercié. Merci à toi. On avait un petit peu discuté en off. Donc c'est pour moi l'occasion. Et en plus, on s'est vu. Et en plus, on s'est vu. Parce que les gens ne savent pas, mais t'es venu à Montréal. C'est ça. Donc j'ai eu la chance de te rencontrer. Voilà, et j'ai eu la chance aussi de te rencontrer. On avait été manger, pour ceux qui, je sais pas si ça intéressera les gens, on avait été manger à l'Académie, sur Saint-Denis, qui est un restaurant français-italien ici à Montréal. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on peut donner comme détail de plus pour être dans le vif. En termes de connexion, c'est bien, voilà, on est séparés par des milliers de kilomètres et on a réussi à se voir, donc ça veut dire que quand on veut, on peut. Voilà, c'est ça. Grâce à ça, grâce au web, grâce au contenu qu'on essaie de fournir, qui, je l'espère, va plaire aujourd'hui aussi. Et puis, écoute, je te remercie. Peut-être qu'on se retrouvera dans un prochain épisode pour parler de notre sujet. Avec grand plaisir. Qui sait ? Après, il faut pas que les gens, soient. On est marre aussi, mais bon, c'est des sujets qui sont importants et qui sont d'actualité. Voilà, c'est ça. Écoute, d'ici là, je te souhaite une bonne journée, passe une bonne semaine, et puis un bon déconfinement. Et, merci Jérôme, à toi aussi. À très vite. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Si ça vous a plu, et j'espère que ça a été le cas, vous pouvez laisser une petite évaluation et un commentaire sur l'application podcast d'Apple. Beaucoup d'écoute sur cette application et pas encore assez d'évaluation à mon goût, je trouve. Alors peut-être que vous n'aimez pas le podcast, mais vous continuez à l'écouter. En fait, je sais que c'est un peu chiant, qu'on n'a pas envie de le faire, mais ça prend réellement 5 minutes et ça me fait extrêmement plaisir à chaque nouvelle évaluation et surtout chaque nouveau commentaire. Je les lis assidûment. Je peux pas y répondre puisqu'il n'y a pas de système de réponse sur l'application, mais ça me met en joie et puis ça permet aussi de gagner en crédibilité. Les personnes qui découvrent le podcast et qui voient de nombreuses évaluations positives et des commentaires encourageants, ils sont plus susceptibles d'écouter et peut-être de devenir des auditeurs fidèles comme vous peut-être du podcast. Vous pouvez aussi m'identifier dans vos stories sur Instagram lorsque vous écoutez le podcast. Alors j'ai ouvert un compte Biomécanique Podcast, il est tout neuf, il est tout récent. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs, à me taguer lorsque vous l'écoutez. Vous pouvez faire une petite capture d'écran et le déposer en story et vous m'identifiez. Comme ça, tous vos amis qui potentiellement sont des sportifs aussi et pourraient être intéressés par le podcast mais qui ne le connaissent pas, ils finissent par le découvrir, ils sont curieux, ils vont y jeter un œil, ils vont y jeter une oreille plutôt, ils embarquent dans l'aventure, comme ça on est de plus en plus nombreux. Je crois que j'ai tout dit. Une dernière chose, si vous voulez vous inscrire à la lettre biomécanique, c'est toujours disponible. J'en ai parlé en début d'épisode, c'est la newsletter du mois que j'envoie environ tous les premiers du mois. Où je parle d'amélioration des entraînements, je parle de comment diminuer les blessures, comment venir à bout de douleurs, comment optimiser sa santé, son lifestyle aussi. Je parle un peu d'actualité. D'ailleurs, la dernière lettre biomécanique abordait les douleurs d'épaule en musculation, par exemple. Donc, si vous ne voulez pas louper la prochaine, une seule adresse, biomécaniquepodcast.com/lettre pour vous inscrire. Merci et je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère, pour un prochain épisode du podcast Biomécanique. Bye bye.